Africaines, Africains, je vous salue. Vous, les amis européens, asiatiques, américains des luttes africaines pour la liberté, je vous salue. Pour le général Brice Clotaire Oligui qui a renversé hier le despote dynastique de la France-Afrique, Ali Bongo Ondimba, précédemment Alain Bongo, qui est le maître? Qui est le souverain du Gabon? Je pose cette question et cette question est une manière de mettre les deux pieds dans le plat. Dans la terminologie politique, la notion de souverain a un sens précis. Le souverain, c'est celui qui détient le pouvoir ultime. Le mot souverain dérive du latin superius, qui veut dire supérieur. Le souverain, c'est le supérieur. C'est celui qui commande et qui doit être obéi. De là découle le concept de souveraineté, qui est la condition de celui qui doit commander, de celui qui doit exercer le pouvoir. La question est donc posée. Qui est le souverain au Gabon du point de vue de celui qui vient d'arracher le pouvoir entre les mains d'Ali Bongo Ondimba, à savoir son propre neveu, le fils de sa tante, on pourrait même dire son propre cousin, Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour répondre à cette question, nous avons un certain nombre de références, d'autant plus que le général Brice Clotaire Oligui Nguema, chouchou de la presse mainstream de la France-Afrique, a délivré une interview au journal Le Monde, dans laquelle il a laissé poindre clairement une réponse personnelle à la question de la souveraineté du Gabon. C'est sa réponse à cette question qui nous dévoile ses intentions. Nous allons donc rappeler d'abord les faits, les déclarations, avant de proposer une réponse claire à la question et de dire pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec ce que l'enquête révèle. Nous ne sommes pas d'accord avec la conception de la souveraineté gabonaise affichée aux premières heures même de son coup d'État par M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Et nous conclurons en le sommant de rendre le pouvoir au peuple gabonais. Sans quoi, il est certain qu'il est assis sur un fauteuil éjectable et qu'à tout moment, ce qui a tué Makloklo va tuer Maklakla au Gabon. Est-ce que vous êtes d'accord avec la méthode? Si vous êtes d'accord avec la méthode, et si vous êtes d'accord avec le projet de cette émission matinale, il est 9h22 en France, prenez sur vous la responsabilité de la distribuer, car je suis un serviteur de l'éveil de l'Afrique. Je m'adresse à des téléspectatrices et à des téléspectateurs actifs et non passifs. Je m'adresse à des gens qui ont compris l'importance du partage, car plus je donne et mieux je reçois. Je reçois toujours plus que je donne. Voilà pourquoi je dois toujours donner plus. Donc, donnez cette émission sur vos réseaux respectifs. Nous allons commencer par la première partie, les faits en rapport avec la souveraineté. Comment la souveraineté a-t-elle été traitée au Gabon? Qui a été le souverain du Gabon jusqu'à hier, lorsque l'on nous a annoncé que M. Brice Clotaire Oligui Nguema prenait la succession par coup d'État de M. Ali Bongo Ondimba? Nous devons répondre à cette question et ensuite voir comment le nouveau maître des lieux supposé de Libreville conçoit la souveraineté. Alors, quel est le projet de cette émission? Je vous invite à la distribuer. Pendant que j'affiche les déclarations de M. Brice Clotaire Oligui Nguema dans Le Monde.
Très bien. Le Gabon est une république qui était une colonie française jusqu'en 1960. Lorsque le général Charles de Gaulle, président de la 5e République française, né en 1958, cette 5e République, décide d'octroyer l'indépendance au Gabon, avec notamment son homme de main Jacques Foccart, il applique la même recette trouvée par l'élite politique de la 5e République pour toutes les anciennes colonies françaises. Pour mémoire, il était question pour le général de Gaulle de conserver tous les avantages possibles de l'acte colonial et de minimiser, de réduire, voire d'éliminer tous les inconvénients possibles de l'acte colonial. Quels étaient les avantages possibles de l'acte colonial? Premier avantage, l'avantage économique. L'acte colonial permettait d'avoir à la disposition de l'économie, de l'industrie, de la puissance française, des ressources naturelles gratuites et faramineuses. La décolonisation pour De Gaulle consistait à trouver une formule qui maintienne la préemption, la primauté, la prépondérance, la mainmise de la France sur les ressources naturelles de ces anciennes colonies. Le deuxième avantage recherché, c'était que les anciennes colonies permettent à la France de conserver et même de développer une position de grande puissance mondiale. Car la France ayant été aidée pour se libérer du nazisme et du fascisme à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale de 1939 et 1945, la France était en position de faiblesse par rapport à ses alliés américains, britanniques notamment, et même soviétiques, qui l'avaient aidé à être libérée. Il était donc question pour elle de maintenir sous sa coupole politique toutes ces anciennes colonies, de telle façon que celles-ci répètent la dictée de la France dans toutes les décisions aux Nations Unies. Ce qui permettait ainsi à la France de maintenir ces anciennes colonies dans ce qu'on appellera sa zone d'influence, son précaré. Ça, c'était le deuxième objectif, concomitant. Il y avait un troisième objectif que le général de Gaulle, troisième privilège que le général de Gaulle voulait préserver. C'est le privilège de la prépondérance culturelle. À travers la langue française et les organisations de la francophonie, le général de Gaulle voulait s'assurer que la France continuerait à contrôler les idées qui circulent dans le crâne de ces anciennes colonies, dans le crâne des ressortissants de ces anciennes colonies. Voilà les trois objectifs fondamentaux. Et pour que ces objectifs fondamentaux soient atteints, il fallait systématiquement atteindre un quatrième objectif. Et un quatrième avantage, c'est que la France devait s'arranger pour imposer en permanence à la tête de ces anciennes colonies des colonisés soumis à la France, faisant les quatre volontés de la France, c'est-à-dire des sous-préfets de la France. Voilà comment le général de Gaulle conçut la décolonisation de l'Afrique et par conséquent la pseudo-décolonisation de l'Afrique. De l'autre côté, quels sont les inconvénients que le général de Gaulle voulait éviter? Il voulait éviter que les Africains et les ressortissants des anciennes colonies françaises soient des citoyens français au même titre que les Blancs français. Si les Noirs français, les Arabes français des colonies avaient été intégrés dans la République française, dès les années 60, il était probable que les présidents français soient des Noirs ou des Arabes, en raison, en quelque sorte, de la loi mathématique de la majorité ethnopolitique. Le général de Gaulle ne voulait surtout pas d'une France qui verrait à sa tête à l'Élysée un Noir ou un Arabe. Voilà pourquoi il a décolonisé pour éviter cet inconvénient. Il a décolonisé pour éviter cet inconvénient. S'il a accepté de proclamer des indépendances du bout des lèvres, c'est parce que cela permettait au moins, grâce à la politique des visas, à la politique des frontières, des consulats et des ambassades, de bloquer les Noirs et les Arabes, de bloquer les anciens colonisés de la France sur leur territoire, de les parquer là-bas. Car en fait,
La politique d'immigration de la France n'est que la continuité de la méthode de ségrégation raciale. Ce n'est que la continuité de la méthode du partage. Car il est plus facile, jusqu'à cet instant en 2023, à un Français blanc de venir en Afrique qu'à un Noir d'Afrique de venir en France. Cela a été mis en place par le général de Gaulle, la ségrégation par le visa. Et voilà pourquoi le débat politique franco-africain tourne toujours, ou franco-arabe tourne toujours autour de la politique d'immigration. Cela a été voulu par le général de Gaulle, car il était question d'empêcher que la nation française, en se brassant, en se métissant énormément, en vienne à être obligée d'élire à l'Élysée, d'élire à la tête de l'Assemblée nationale, d'élire à la tête du Sénat, d'élire à la tête des grandes institutions françaises un noir ou un arabe. Voilà pourquoi vous avez aujourd'hui en France le paradoxe d'un pays qui est sociologiquement métissé, mais qui est politiquement blanc. Je recommence. Voilà ce qui explique qu'aujourd'hui, vous avez en France le paradoxe d'un pays qui est sociologiquement multiethnique, multicolore, comme on le voit avec l'équipe de France, les différentes équipes de France. Subitement, dans les équipes de France, on se rend compte qu'il y a des noirs brillants en France. Mais quand on regarde le gouvernement français, on ne se rend pas compte. Quand on regarde l'Assemblée nationale française, on ne se rend pas compte. Quand on regarde le Sénat français, on ne se rend pas compte. On ne les voit pas. Ils deviennent invisibles. Quand on regarde les patrons du CAC 40 français, on ne se rend pas compte que la France est blanche, noire, métisse, arabe et même jaune. Cela a été pensé par le général de Gaulle. Préserver le privilège de l'homme blanc français sur l'homme noir français, l'homme arabe français, l'homme jaune français, est globalement le privilège du français sur le ressortissant d'une ancienne colonie. Cela a été au fondement de la décolonisation. Ils voulaient éviter cet inconvénient. Voilà pourquoi les États-Unis, qui ont connu une politique de ségrégation raciale tout aussi dure au moins que celle qu'on a connue en France, eux ont quand même accepté une telle porosité dans leur système que Barack Hussein Obama a pu être président des États-Unis. Voilà pourquoi la Grande-Bretagne, qui a été un État hautement racial, grand spécialiste de la ségrégation, mais quand elle a rebattu et assumé sa décolonisation, la Grande-Bretagne en est à avoir un premier ministre d'origine indienne. En France, non. Et dans la psychologie politique qui a été inculquée aux populations d'origine européenne en France, il n'est pas question de voir un noir ou un arabe à l'Élysée. Et c'est ce qui explique la prospérité du Rassemblement national sur les décomptes du Front national. La lepénisation des esprits n'est pas un hasard en France. Il s'agit de l'un des aspects essentiels du gaullisme. Il y a une dimension lepénique dans le gaullisme. Et aujourd'hui, la nature profonde de l'inconscient politique français explique que le plus grand parti de France est aujourd'hui le Rassemblement national, un parti d'extrême droite connu pour prôner la pureté et la supériorité de la race blanche sur toutes les autres. Voilà le premier inconvénient que De Gaulle voulait éviter. Voilà pourquoi il a décolonisé du bout des lèvres. Le deuxième inconvénient que De Gaulle voulait éviter en décolonisant, c'était que l'extrême misère des colonies finisse par nuire à leur capacité de lui fournir les matières premières. Qu'elles finissent même par déteindre sur la paix et la sécurité de la France sous la forme de la pression migratoire. Voilà pourquoi il a mis en place une certaine politique de l'aide française au développement. L'aide française au développement, c'est en fait la politique du moindre mal. Elle consiste, tout en pillant l'Afrique, à travers le franc CFA, à travers les accords léonins de défense, les accords léonins de coopération, les accords économiques en défaveur de l'Afrique, elle consiste à assurer un minimum aux États africains en leur prêtant leur propre argent, de telle façon que ces États ne s'effondrent pas totalement. Mais il ne faut surtout pas que ces États deviennent puissants. L'aide publique française au développement est un mécanisme de précarisation stable. Il s'agissait donc, et c'était très clair dans les yeux de De Gaulle, d'éviter que les pays africains, anciennes colonies françaises, tombent dans la misère absolue. Mais il ne fallait surtout pas qu'ils deviennent des pays riches et prospères. Voilà pourquoi on inventa toutes sortes de concepts pour maintenir ces pays dans l'infériorité logique, l'infériorité politique et diplomatique. On parla de pays en voie de développement. On parla de pays pauvres très endettés. On parla de pays à revenus intermédiaires. On élabora toutes sortes de catégories, ayant pour but, dans tous les cas, de placer toutes les anciennes colonies françaises en deçà des pays développés. PD. On voulait éviter l'inconvénient d'une misère absolue en décolonisant.
Donc, de temps en temps, on injectait, on redonnait un peu de l'argent qu'on avait volé aux Africains. Monsieur Chirac, vous qui, à la fin de votre vie, avez été atteint par une crise de véracité, vous avez presque délivré une confession. Monsieur Chirac, depuis des siècles, d'où vient l'argent avec lequel, eh bien, on s'enrichit en France? D'où vient l'argent que nous avons dans nos poches en France? Je donne la parole à l'ancien président français Jacques Chirac, 2 fois élu par les Français, héritier, le dernier grand dirigeant gaulliste de la France, Jacques Chirac. Je lui donne la parole, qu'il nous dise d'où vient l'argent qu'on a, d'où vient l'argent qu'on a en France. Monsieur Chirac, s'il vous plaît, allez-y. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter... Merci, M. Chirac. Vous pouvez retourner dans votre tombe. Jacques Chirac vient de vous donner ici un résumé de la pensée gaulliste. Le gaullisme, c'est quoi? C'est une domination prudente qui entretient quand même l'esclave. Alors qu'après le gaullisme, mais le macronisme, c'est une domination imprudente qui massacre l'esclave. Le maître sait que l'esclave doit au moins avoir mangé pour pouvoir avoir de la force pour travailler dans la plantation de canne à sucre et de coton. Ça, le maître rusé le sait. Et De Gaulle était un maître rusé. Il ne fallait pas que l'Afrique francophone s'effondre. Il n'aurait pas fallu que l'Afrique francophone s'effondra complètement. Il fallait veiller à la maintenir dans une précarité acceptable. Avec l'arrivée des héritiers de Gaulle, et surtout après Chirac, on s'est mis en réalité à croire qu'on pouvait continuer à exploiter les Africains sans ne serait-ce que veiller à ce qu'ils soient maintenus dans une précarité acceptable. Et c'est cela l'essence du macronisme, du sarkozysme, de l'hollandisme, du mitterrandisme. Abandonner les Africains à eux-mêmes dans la misère la plus nue tout en continuant à les exploiter. Vous avez écouté Jacques Chirac, hein? Il a été président ici 2 mandats. Si je ne m'abuse, un mandat de 7 ans et un mandat de 5 ans. Il a été président pendant 12 ans. Et il vous dit, la plus grande partie de l'argent qu'on a dans sa poche en France depuis des siècles vient de l'exploitation de l'Afrique. Et il faut rendre un peu de cet argent aux Africains, en tout cas, pour éviter qu'il y ait les pires convulsions. C'est parce qu'on a cessé même de rendre un peu de l'argent des Africains aux Africains, par des méthodes comme les dévaluations, par des méthodes comme le refus des bourses aux étudiants africains, par des méthodes comme eh bien, la détermination du prix des matières premières à partir de l'Occident et même pas en négociation avec les Africains. Toutes ces méthodes-là ont tellement appauvri les Africains que la misère est devenue crue et dure. L'esclave ne peut même plus travailler, tellement il est affaibli par l'exploitation. De Gaulle voulait éviter cela. C'est pour ça qu'il a mis en place cette aberration qui s'appelle l'aide française au développement, qui consiste à prendre dans les réserves de change que les Africains déposaient à 100% à la Banque de France, prendre l'argent des Africains et le leur prêter. Les Africains pouvaient avoir 100 milliards, mettons, de CFA en réserve de change à la Banque de France. Quand un pays africain était en difficulté, la France prenait, mettons, 10 ou 15 milliards dans les réserves de change collectives des Africains et elle prêtait ces réserves de change aux pays africains en difficulté et celui-ci remboursait avec intérêt. L'aide française au développement, l'aide publique française au développement, ce n'est rien d'autre que l'argent des Africains prêté aux Africains avec intérêt. Pendant que leurs réserves de change font partie du budget de la République française. Et à l'instant où je vous parle, 50% des réserves de change de l'Afrique centrale sont encore dans les caisses de la Banque de France. Ce sont des faits. Oui. Donc, De Gaulle voulait éviter cet inconvénient en décolonisant, maintenir les Africains dans une misère acceptable. C'est ça le gaullisme pour l'Afrique. Enfin, il y a un dernier inconvénient que De Gaulle voulait éviter, c'est qu'il ne voulait pas que les régimes africains paraissent pour ce qu'ils sont. Il ne fallait pas qu'ils paraissent trop brutaux. Et donc, il n'hésitait pas, lorsque l'un de ses sous-fifres, l'un de ses valets avait été grillé, il n'hésitait pas à le remplacer par un autre. La France-Afrique a toujours veillé de temps en temps à remplacer un vassal. Quand il commençait à ne plus tout à fait faire l'affaire du maître, on le remplaçait. Et vous verrez que c'est ce qui vient de se passer à Libreville.
il y a un sous-fifre, un valet de la France-Afrique, Ali Bongo, qui ne faisait plus tout à fait l'affaire du maître. On saura pourquoi. Je vais vous dire pourquoi Ali Bongo n'arrangeait plus tout à fait le maître. Et il a été remplacé. Il a été remplacé par un sous-fifre jugé acceptable, pouvant faire l'affaire du maître. Mais ce n'était pas la première fois. Lorsque, pour ce qui est du Gabon, Léomba s'est mis à mourir, le remplacement de Léomba par Albert Bongo, qui devait s'appeler Omar, il a été fait à Paris. La passation de service entre les deux a été faite à l'ambassade du Gabon à Paris. Regardez l'histoire de tous les pays anciennes colonies françaises, l'histoire des changements à la tête des États. Vous verrez que c'est systématiquement Paris qui s'en est occupé. Prenez l'exemple de la République centrafricaine. Barthélemy Boganda voulait une indépendance totale. On a flingué son avion, on a tiré un missile sur son avion. En mars 59. Le père de l'indépendance n'a pas pu la proclamer. On a installé Dako. Dako a commencé à avoir des idées un peu bogandiennes. On a fait surgir, dans la même période entre Dako, il y avait un duel entre Dako, Abel Goumba et consorts. On a fait surgir Bokassa en 66. Bokassa a pris le pouvoir. Dans les années 70, il est pris de la folie des grandeurs, se proclame empereur et commence à chercher à diversifier le partenariat avec la France en cherchant des contacts en Libye et ailleurs. On met David Dako, qui avait été chassé en 66. On le met dans un avion Transal, parti de la base française de Villacoublay, un Transal de l'armée française. On l'amène et avec des paracommandos français, on renverse le régime de Bokassa. On donne à Dako le discours qu'il doit lire, Dako le lit et il est refait président. Dako est président. Au bout de 2 ans, il recommence à être visité par des songes dans lesquels il voit Boganda et se met à rêver, lui aussi, de diversifier le partenariat centrafricain. Parce qu'il se rend compte que le Centrafrique ne parvient pas à se développer sous la tutelle des maîtres français. Eh bien, là, on envoie Kolimba qui renverse Dako. Et on affuble Dako d'un vice-président qui n'est rien d'autre qu'un colonel de la DGSE française, le colonel Mention, qu'on appelait le véritable président de la République centrafricaine sous le général André Kolimba. Systématiquement, il y a eu un témoignage extraordinaire donné par le député français André Chassaigne pour illustrer cela. Donc, je viens de vous dépeindre la décolonisation. Mais c'est comme ça que ça s'est passé au Cameroun. On a éliminé les leaders indépendantistes camerounais. On a éliminé Félix Moumié par empoisonnement par un agent de renseignement des services secrets français à Genève en novembre 1960. William Bechtel, un agent de la SDES, a été chargé de l'empoisonner, ça a été fait. Avant cela, on avait assassiné Ruben Oumniobé le 13 septembre 58 au Cameroun, à Boumiével. On a assassiné tous ceux qui, parmi les leaders politiques camerounais, voulaient l'indépendance totale du pays. On a imposé des vassaux. Après Okala, après Mbida, on a fini par choisir Aïdjo, qu'on a soutenu à bout de bras pour massacrer son peuple. Et quand Aïdjo a donné et des signes de fatigue et des signes de lassitude d'obéir en permanence aux ordres de Paris, on lui a imposé la succession de Biya jusqu'à ce jour. Vous prenez la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Vous prenez le Sénégal, avec Senghor, c'est la même chose. Vous prenez le Mali, comment on a renversé Modibo Keïta, qui était derrière le coup d'État de Moussa Traoré. Vous trouvez les services français. Vous pouvez aller d'un pays à un autre, dans toutes les anciennes colonies, il y a toujours eu des ajustements, c'est-à-dire des successions provoquées et décidées à Paris. Donc, rien ne doit étonner celui qui connaît l'histoire politique des anciennes colonies françaises d'Afrique. Rien ne doit étonner dans les événements que nous observons au Gabon, celui qui connaît l'histoire de cette ancienne colonie française, qui n'est rien d'autre en fait qu'une néocolonie française. L'autre inconvénient qu'il s'agissait d'éviter, c'était que ces pays accèdent à la puissance technologique et militaire. Et pour cela, De Gaulle a veillé à encercler toutes les anciennes colonies françaises d'Afrique par des camps militaires qui sont encore là. Quand on parle du pré-carré, c'est véritablement un carré long, constitué par les 4 principales bases permanentes de l'armée française en Afrique. La base de Libreville au Gabon, qui est à 0 pas du palais présidentiel, qui est à rien du tout du palais présidentiel. La base de Djibouti, sur la côte de l'Afrique. La base de Dakar. La base d'Abidjan. Si vous tracez une figure géométrique qui va de Libreville à Djibouti, puis de Djibouti à Dakar, puis de Dakar à Abidjan,
puis d'Abidjan à Libreville, vous voyez que tous les pays d'Afrique francophone sont encerclés par des bases militaires françaises. Et vous pourrez trouver aussi les bases militaires intermédiaires à l'intérieur de ce carré. Le pré-carré n'est pas une fiction. Ce n'est pas une image, c'est une réalité. Les Africains sont quadrillés par l'armée française, les Africains francophones. De Gaulle, voilà sa décolonisation. Voilà le cadeau de Gaulle aux Africains. Voilà tout l'amour que De Gaulle a pu avoir pour ceux qui ont constitué l'armée de libération de la France. Voilà ce qu'il nous a légué, De Gaulle. Et on ose nous menacer, simplement parce que nous décrivons les chaînes dans lesquelles se trouve notre peuple. On ose nous rouler les grands yeux, rouler les mécaniques. Ah non, vous n'avez pas le droit de critiquer la politique étrangère de la France. Mais on a finalement le droit à quoi? On n'a même pas le droit de vivre, finalement, avec vous. Parce qu'on ne peut même pas dire ce qui est, on ne peut même pas dire, plus de 60 ans après les indépendances proclamées par De Gaulle, vous continuez à vous accrocher pour maintenir des bases militaires françaises en Afrique qui ne font rien d'autre que gendarmer les Africains, contrôler les Africains, maintenir les Africains dans le statut d'éternel enfant, d'éternel mineur. Parce qu'il ne faut pas que les Africains se procurent des armes pour se défendre. L'Afrique ne doit pas avoir une marine de guerre puissante. L'Afrique ne doit pas avoir une armée de l'air puissante. L'Afrique ne doit pas avoir des armées de terre motorisées, mécanisées, puissantes. L'Afrique ne doit jamais développer, dans les plans de De Gaulle, une industrie d'armement. Tout est centralisé. Tout doit être centralisé au nord du monde. Voilà pourquoi vous observez le sous-développement de l'industrie militaire africaine. Et notamment en Afrique francophone. Le sous-développement de l'industrie militaire est structurel. Il fut interdit aux vassaux français installés à la tête de l'Afrique de mettre la moindre ombre de leur budget à fabriquer une arme. Même les simples pistolets furent interdits de fabrication aux Africains. Voilà la décolonisation de De Gaulle. Il s'ensuit, et parce que nous parlons du Gabon, mais que le Gabon n'a jamais été décolonisé réellement. Il a été recolonisé indirectement, comme toute l'Afrique francophone. Voilà pourquoi le leader de l'opposition camerounaise aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto, dans une conférence délivrée au Canada, soulignait qu'il fallait passer de la décolonisation formelle, c'est-à-dire la décolonisation prononcée, déclarée, à la décolonisation structurelle. Mais on ne peut pas passer à la décolonisation structurelle si on ne ferme pas les bases militaires françaises en Afrique. On ne peut pas passer à la décolonisation structurelle si on ne met pas fin à la monnaie néocoloniale française en Afrique, le CFA. On ne peut pas passer à la décolonisation structurelle si on ne met pas fin au rôle intrusif de la France dans la désignation des dirigeants africains. Comme on le voit encore hier avec ce qui se passe au Gabon. On ne peut pas passer à la décolonisation structurelle si les enfants de l'Afrique ne peuvent pas se parler dans les langues africaines, afin de reprendre un contact charnel à leur propre tradition. Il n'y a donc pas de décolonisation structurelle sans africanophonie. L'africanophonie, l'Afrique qui parle africain. Africa et l'amaport de Africa. Ils vont les bonnes Africa, baba bonne Africa. Ils sont blalés, bah sorol, bah nyok met d'importe l'emchis. Ça va dire. Donc nous m'importe. Pour que l'Afrique soit elle-même, il faut que nos ancêtres angélisés, jusqu'au cœur du trône des cieux, entendent le médounétaire, la langue de l'Afrique, les langues africaines, parler en diplomatie, parler à l'université, parler dans les parlements, parler sur les lieux de commerce. La renaissance africaine passe nécessairement par la révolution africanophonique. Il était nécessaire que je fasse ces rappels fondamentaux. Léon Mba n'a pas été élu par les Gabonais. Omar Bongo n'a pas été élu par les Gabonais. Ali Bongo, encore moins, n'a jamais été élu par les Gabonais. Ils ont été imposés au peuple gabonais par le néocolonialisme français. Du coup, lorsque hier, le général de brigade, commandant de la garde républicaine gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, a accompli son coup d'État, qui était le souverain du Gabon? Qui détenait la réalité du pouvoir au Gabon? Hier,
Quand Oligui Nguema a fait son coup d'État, je vous laisse répondre, pendant que je suis en train d'afficher le lien de l'interview donnée par Oligui Nguema, pour qu'on comprenne si sa conception de la souveraineté remet en cause le souverain qui existe dans ce pays depuis la pseudo-décolonisation. Qui était le souverain? C'est-à-dire qui détenait la réalité du pouvoir politique. Qui détenait la réalité du pouvoir politique au Gabon et qui la détient depuis la pseudo-indépendance de 1960. Écrivez vous-même. Quels sont les attributs de la souveraineté? Il y a l'attribut militaire. C'est la France qui est la plus grande puissance militaire au Gabon. Il y a l'attribut économique de la souveraineté qui est la monnaie. C'est la France qui est la puissance monétaire du Gabon. Il y a l'attribut du choix des dirigeants. C'est la France qui a choisi les dirigeants gabonais. Il y a l'attribut de la souveraineté culturelle, le choix de sa propre langue. La langue française a été imposée aux Gabonais. Donc, des 4 points, les 4 définitions de la souveraineté permettent en effet de répondre que le souverain du Gabon, jusqu'au coup d'État, jusqu'au moment du coup d'État de Brice Clotaire Oligui Nguema, le souverain du Gabon, c'était la France. Alors, la question c'est, le coup d'État d'Oligui Nguema met-il fin? Ambitionne-t-il de mettre fin à cette définition de la souveraineté? Ne répondant pas tout de suite, on va lui donner la parole, puisqu'il a parlé dans une interview accordée au Monde. Je vais vous lire ses propos. Et ensemble, nous allons analyser ses propos pour voir si la définition du souverain a changé. Autrement dit, si Oligui Nguema arrive avec pour but de mettre fin à la domination du néocolonialisme français au Gabon. C'est une démonstration scientifique. C'est une démonstration scientifique. Il n'y a aucune académie, il n'y a aucun universitaire, il n'y a aucun débatteur, il n'y a personne sur cette planète qui soit capable de prouver le contraire de ce que je suis en train de vous montrer. Personne. Et voilà pourquoi il ne supporte pas le débat avec nous. Il préfère chercher les moyens de nous éteindre. Il ne supporte pas la confrontation d'homme à homme, face à face, parole contre parole, argument contre argument, preuve contre preuve. Or, ma mission, c'est celle de docteur preuve. Le docteur des preuves, Namanem, docteur proof. Je parle de ce que je sais. Quand je ne sais pas, je me tiens. À savoir, c'est savoir qu'on sait quand on sait. Et qu'on ne sait pas quand on ne sait pas. Savoir qu'on sait quand on sait. Et qu'on ne sait pas quand on ne sait pas. Tout véritable savoir s'accompagne de la conscience de son ignorance. Et aussi de la conscience de sa science. Et quand je parle de ce sujet, j'ai la compétence de ma compétence. Je sais de quoi je parle. Et je dis comment je sais de quoi je parle. Et je partage cette compétence avec les Africains, des plus humbles niveaux intellectuels aux plus élevés, sans contestation possible, sur l'essentiel de l'argument qui est basé sur des données factuelles, tangibles, apodictiques, dont on ne peut démontrer qu'elles sont fausses.